Allez, un petit sujet Chine et un sujet États-Unis pour terminer l'émission. Hier, on parlait de ce mercredi noir sur le marché des crypto-monnaies avec une chute très significative de l'ensemble des crypto-monnaies après la décision de la Chine, ou plutôt la réaffirmation par la Chine du fait qu'elle ne voulait pas entendre parler des crypto-monnaies, en tout cas pour tout ce qui est transactions dans son univers, hein, donc en Chine, et tout ça pour, on imagine demain, favoriser son e-yuan à soi. Aujourd'hui, regardez, le Financial Times nous disait que une province chinoise a installé une hotline pour report, donc dénoncer les fermes de minage de crypto-monnaies. On sait que c'est d'abord en Chine qu'aujourd'hui les crypto-monnaies sont minées, donc c'est tout ce calcul informatique qui permet de créer in fine Bitcoin et autres Ethereum et autres Dogecoin et autres crypto-monnaies en tout genre. Comment vous avez regardé, alors c'est un rebondi aujourd'hui le Bitcoin, hein, d'une vingtaine de pourcents, c'est repassé au-dessus largement des 40 000 $. Comment vous avez votre regard sur ce yo-yo? Voilà, Elon Musk avait fait monter les crypto-monnaies, puis il a fait baisser, la Chine a accentué le mouvement, là ça rebondit. Vous vous souvenez, il y a un mois, vous aviez eu la gentillesse de m'inviter ici. Moi, c'est un de mes fils rouges, donc depuis un an, c'est tellement fascinant. Moi, j'avais vraiment porté ce sujet autour de la notion de prudence, et qu'il y avait effectivement quelque chose qui n'était pas stable. Donc, il y a toute cette relation entre le régalien et cette nouvel environnement, cette nouvelle force techno-financière. Voilà, donc ça a baissé de moins 20 ou moins 30%, ça a repris 20% aujourd'hui. On voit bien que les choses sont extrêmement dangereuses d'un point de vue macro. En tout cas, instable. Instable. Voilà, donc moi, je continue sur mon sujet de prudence. D'accord. Après, d'un point de vue macro, c'est pas colossal. Hier, on insistait sur le fait que la capitalisation globale des crypto-monnaies était passée en 15 jours de 2700 milliards à 1500 milliards. 1500 milliards de dollars à l'échelle de la planète financière, c'est pas grand-chose, même si c'est considérable, c'est moins que la valorisation d'Apple. Mais votre regard d'économie sur ce yo-yo là autour de... C'est vrai que ça fait un certain temps qu'on parle des cryptos. On a du mal à suivre, on ne sait pas si c'est parce qu'on est ringard. Non, je crois qu'il y a une espèce enfin, vous voyez bien qu'une annonce d'Elon Musk qui dit finalement, moi j'ai vendu toutes mes crypto-monnaies, mes bitcoins, et vous ne pourrez plus acheter votre Tesla avec des bitcoins. Les cours baissent, tout le monde s'affole. Le lendemain, ça repart. Le surlendemain, la Chine dit non, vous ne pourrez plus utiliser, ça rebaisse. Bon, faut pas y passer trop de temps. Voilà. J'ai tort un peu mais d'en faire une obsession. Il faut avoir une distance. Moi, ça me fascine, mais après, ça reste un actif financier significatif, et tous les gros investisseurs de la planète ont dit il faut avoir un petit peu de Bitcoin. L'année dernière, à la jonction de la politique et de l'économie, on a beaucoup parlé des plans, au moment des 100 jours, notamment des plans de Joe Biden, Jobs Plan, Families Plan, 1800 milliards, 2200 milliards, enfin, c'est l'inverse. Hier, il rencontrait la négociatrice républicaine dans son bureau, vous voyez, ils sont tous les deux dans leur bureau, parce qu'on négocie, il faut quand même que ce soit voté, et la majorité des démocrates est très, très, très étroite au Congrès américain. 50-50, a dit Shelley Moore Capito, qui est la négociatrice au nom du Parti républicain. 50% de chances d'y arriver. J'allais dire tout ça pour ça. Ça rappelle que quand il y a des annonces, ça suffit pas, quoi. Même si ces milliers de milliards de dollars, ils sont pas encore là. C'est une bonne chose. Finalement que ça passe par le politique, qu'il faille négocier, ou c'est un risque économique parce que tout ça pourrait compromettre ces fameux plans de Joe Biden? Alors, je pense qu'aux États-Unis, la situation actuelle politique est extrêmement complexe, et je pense qu'on est sur des positions bipartisanes qui sont extrêmement rigide un peu, oui. Donc je suis pas tout à fait certain que les négociations se fassent forcément avec l'idée de l'intérêt général à l'esprit de tous. Donc ça, je pense que ça peut être un petit peu dangereux. Néanmoins, vu les montants qui sont engagés, là on parle de, je crois, 2300 milliards de dollars. Donc c'est quand même des montants qui sont colossaux. C'est quasiment le PIB français. Sur 10 ans, hein, le plan d'infrastructure, c'est sur 10 ans, mais quand même, c'est 2300 milliards de dollars. Ouais. Et je pense que derrière, il y a quand même aussi une vision de la société américaine derrière ce plan d'infrastructure, l'idée qu'on a un petit peu de l'Amérique ultralibérale, on veut que l'État s'occupe le moins possible de la vie de tous les jours. Finalement,
si l'État aujourd'hui dit voilà, on investit 2300 milliards de dollars dans les infrastructures, je ne suis pas certain que ce soit complètement anodin pour un pays comme les États-Unis. Ah non, c'est sûr. Oui. Après, c'est la question du financement qui taquine les Républicains comme souvent, évidemment. En même temps, on voit que il bosse, Joe Biden, dans sa campagne. Il avait dit, ça fait 40 ans que je suis au Congrès, je saurais faire. Parce que la question de savoir, trouver des consensus, je saurais faire. Il met la... Il met un peu son poids dans la négociation, ça se passe dans son bureau. C'est un vrai sujet de gouvernance. Ouais. Et derrière ce sujet de gouvernance, il y a aussi le rôle du Parlement. Le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Ouais. Et je trouve ça tout à fait sain. Qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un contre-pouvoir. Ce sujet de on n'est pas habitué tellement en France, parce qu'en général, l'exécutif a une grosse majorité compte tenu du système. Mais il y a quand même en France des dispositifs, par exemple la commission des finances de l'Assemblée et du Sénat. Il y a des gens qui bossent. Il y a un vrai suivi, il y a un vrai pilotage. Donc je trouve ça plutôt sain. Tant mieux. On suivra ce qui se passe, puis on vous racontera demain si Jean Castex est arrivé à bon port, à Nice, demain matin, rencontrer son nouvel ami Christian Estrosi, qui est politique en plus, évidemment, ce voyage en train. Merci à tous les deux, merci à vous, très bonne soirée à demain.